après avec Van Grossis? Même pas, parce qu'on a discuté en anglais et en français. Non, par Ni Hao, que tout le monde connaît. Et doué. Je veux dire oui. D'accord. Et justement, Prêt à doubler. cette question de langue, j'étais assez interpellé. Je me demandais, enfin, j'avais notamment une question pour Tahar. Enfin, je me demandais si, enfin, tu es d'origine algérienne, je suppose que chez toi tu parlais arabe, non? Oui. Un dialecte qui n'est pas l'arabe, qui est comme un patois, tu sais. Et j'ai eu le temps de le perdre. D'accord. Je me demandais du coup si, jouant un personnage arabe, tu n'aurais pas préféré le jouer justement dans la langue, enfin en arabe ou plutôt qu'en anglais ou... Enfin, j'ai ce fantasme aussi, mais j'y perdais pas parce que c'était un vrai défi pour moi de le jouer en anglais. J'avais vraiment envie de m'exprimer dans cette langue, enfin de tenter au moins une fois, et Jean-Jacques m'en a donné l'occasion. Mais après en arabe, ça aurait été peut-être plus dur, beaucoup plus dur, je pense. Oui, parce que le paradoxe, c'est que Tahar, quand je l'ai rencontré, parlait nettement mieux l'anglais que l'arabe. Mais oui, il est doué. Je veux dire, en plus, il a énormément appris jour après, enfin semaine après semaine, il avait fait des progrès incroyables. Et puis après, il s'est remis au travail. Si vous voulez, au départ, comme j'ai un producteur qui est lui-même d'origine arabe, on était tout à fait ouvert à le faire éventuellement en arabe, parce que si vous voulez, on n'était pas dépendant d'un casting. C'est mieux d'avoir... D'abord, il faut avoir des bons acteurs, et il est rare que les très bons acteurs soient totalement inconnus. Mais j'ai commencé à faire une recherche. La preuve, j'avais un casting directeur à Berlin pour la communauté turque, un autre au Caire qui s'est occupé de toute la Turquie aussi, la Syrie, le Liban et l'Égypte, et puis un autre en Tunisie qui a fait tout le Maghreb. Et donc on a ratissé extrêmement large, et je me suis aperçu de quoi? Que finalement il y avait un très bon groupe d'acteurs en France, d'origine maghrébine, et puis un très bon groupe d'acteurs en Égypte et en Syrie. Le gros problème, c'est qu'ils ne parlent pas le même arabe. Et que du coup, on s'est aperçu en plus que tous ces acteurs, y compris les Tunisiens, parlaient fort bien l'anglais. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir une carrière en Tunisie si vous ne parlez pas l'italien très bien, et si vous ne parlez pas l'arabe, ça va de soi. Mais ces gens-là ont besoin de parler couramment les trois langues. Donc en faisant l'équilibre, on s'est aperçu que l'anglais était une langue fédératrice, le fameux latin du XXIe siècle, et que comme de toute façon le film allait sortir essentiellement dans les versions doublées dans le monde entier, que c'est souvent un faux problème. Mais justement, je me demandais si par rapport justement dans les rapports qu'il y avait entre les tribus du désert, etc., il n'y avait pas justement des fois des problèmes de dialecte. Ah ben oui. Même ça aurait pu être un enjeu du film, peut-être, enfin je sais pas. Ça aurait pu. Disons qu'il y avait déjà beaucoup de choses à traiter. Mon café migrateur. Il y avait beaucoup de choses à traiter, mais vous avez raison. Si vous voulez, ce que j'ai montré d'une façon, je crois, assez claire, c'est l'opposition entre les tribus de montagne, de gens habillés justement avec le turban, les autres étant habillés en blanc avec le kéfier, donc déjà une très grosse différence vestimentaire, qui a des origines historiques. C'est que ces gens de la montagne sont plutôt influencés par l'Empire ottoman, qui avait régné là pendant très longtemps. Les autres ont plus conservé leur tradition bédouine. Donc si vous voulez, il y avait ça. Effectivement, on aurait tout à fait pu montrer que leur dialecte est parfois difficilement compréhensible. Quand on est arrivé avec notre équipe tunisienne au Qatar, le mec ne se comprenait pas. Tu te souviens mes assistants là? Ils n'y arrivaient pas du tout. Alors que c'était des gens tout à fait lettrés. Absolument intelligibles dans l'arabe littéraire. Mais tout le monde ne parle pas l'arabe littéraire dans les pays du Maghreb. Ah ouais, je sais. Vraiment, j'ai presque envie de dire que beaucoup plus de gens parlent le dialecte que la langue arabe en elle-même. Et vous avez tourné en Tunisie pendant la Révolution, et j'imagine que ça devait être assez singulier, d'autant qu'il y a un écho avec le sujet du film. Et quel regard vous portez là-dessus, et quelles ont été les incidences sur le tournage de la Révolution? Écoutez, moi, un regard d'une incroyable tendresse alors.
Parce que, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que on avait une équipe très chaleureuse. La raison, c'est que ils étaient heureux de faire ce film, parce que le film parlait de ce monde autrement, et qu'ils se sentaient honorés. Et puis, tout le monde était sympathique sur ce plateau. Et quand cette révolution a commencé à agiter le pays, il y a eu une vraie volonté de tous les techniciens et de mes acteurs de faire en sorte que le tournage ne soit pas affecté. Et c'est très émouvant parce que entre les prises, les téléphones portables sonnaient et les conversations, c'était, tu te souviens, est-ce que ça brûle toujours à côté? Oui, ben t'inquiète pas, ils vont venir. Non, il n'y a personne. Bon, je te rappelle après la prise. Donc, mais si vous voulez, il y avait une incroyable émotion. Puis alors nous tous, étrangers, on avait vécu dans le pays depuis un bout de temps. On savait bien qu'il y avait quand même quelque chose qui bouillait dans la marmite. Et de voir ce mélange d'espérance et de crainte, hein, parce que ce qui était certain, c'est qu'ils ne voulaient pas que ça continue comme c'était. Mais quand vous quittez quelque chose, vous savez ce que vous quittez, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Hein, il y avait de ça très fort. Et nous, on avait envie de les aider. Donc, si vous voulez, il y avait un très bel échange parce que, effectivement, en plus, il y avait un écho inouï. Par exemple, le jour où il reçoit l'épée de Nessib, ce jour-là, Ben Ali se sauve. Ce jour-là. Je me souviens, Banderas, il te l'a fait, il dit je suis Nessib, moi. Non, mais je suis Ben Ali. Oui. Ouais, t'es Ben Ali. Oui, sérieux. Mais oui. Non, mais c'était vraiment surprenant parce que le peuple criait, enfin, les figurants criaient tue Nessib. Et très franchement, on avait le sentiment d'avoir un autre écho qui disait. Dans la rue, au-delà, il y avait des fumées. Il y avait des fumées dans le lointain. Et puis, on rentre le soir à la télé et je vois mes scènes. Dehors, là-bas, le tyran! Qu'est-ce qu'elle a fait, la costumière? C'était mais complètement fou. Et puis après, vous voyez, il y a un truc. Je voulais pas me retrouver dans une situation, on ne sait jamais comment ça peut déborder, ces choses-là. J'étais un peu embêté parce qu'on avait 70 ou à peu près 50 techniciens européens et l'espace aérien était bloqué. Donc mon producteur les a évacués. Sauf que pour les évacuer, il a fallu louer des avions en Pologne, je ne sais plus, il n'y avait plus rien, plus d'avions. Et en revanche, moi je suis resté avec ma femme parce que je voulais dire, d'abord je pensais que je ne risquais rien, hein, je ne suis pas un héros. Je voyais tellement d'amitié dans mon équipe, tellement d'amitié parmi mes acteurs, que c'était pour moi le reflet du reste de la Tunisie, qui avait été un pays incroyablement accueillant de façon millénaire. Hein. Donc je ne me sentais pas du tout en danger et je voulais rester là pour partager. Et c'était des moments merveilleux, on était seuls dans cet immense hôtel. Il n'y avait pas une frustration en tant que cinéaste, vous n'aviez pas envie de filmer, pourquoi pas pour faire un documentaire sur le sujet ou Non, non, vous savez, quand je suis... D'abord j'avais l'impression que mon sujet était suffisamment proche. Ouais. Et puis, en plus, moi je suis concentré sur mon boulot. Je suis resté dans mon film, j'ai regardé toutes les photos de plateau que je n'avais pas eu l'occasion de regarder. J'étais très... tous les gens de l'hôtel, les cuisiniers, tout ça, venaient autour de nous pour parler politique. C'était tout à fait fascinant. Et on ne pouvait pas trop sortir de cet hôtel, tout était barricadé, il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus rien. Et quand j'ai redécouvert la ville d'Hammamet où nous étions, quand j'ai voulu sortir, j'ai quand même été assez surpris de voir le nombre de boutiques qui avaient cramé. Il n'y avait pas un distributeur automatique qui n'avait pas été cramé, pas une banque qui n'avait pas été en feu, tous les magasins de chaussures pillés. Et généralement, par des forces, par les anciens du régime déchus, qui voulaient montrer que sans eux, c'était le chaos. C'était ce qui ressortait, si vous voulez, de ça. Ce qui est très particulier en Tunisie, c'est que c'est un peuple qui, depuis Carthage, est habitué à négocier, habitué à rencontrer les autres. Ils savent que leur salut est dans la bonne intelligence avec leurs voisins.
Et c'est un peuple d'une incroyablement pacifique. C'est pour ça que il y a toute raison d'espérer que ça se passe bien dans ce pays. Si ça se passe mal dans ce pays, alors Il y a de quoi être pessimiste pour oui. les autres. Mais j'en reviens, moi, j'y étais ce week-end. Ça reste un pays très touchant et qui a envie de réussir une transition. Et justement, enfin, la révolution en Tunisie et dans les autres pays arabes résultait quand même énormément des inégalités de redistribution des richesses et évidemment des faiblesses démocratiques. Et je me demandais, est-ce que vous auriez pas voulu ou pu montrer de manière plus forte justement le fait que les richesses du pétrole, enfin les fruits de l'argent du pétrole grosso modo, n'allaient pas aller dans les années à venir à ceux qui auraient dû. Si vous voulez, en plaçant le film au tout début de cette exploitation des richesses, je laisse aux spectateurs contemporains le soin de savoir ce que même un garçon cultivé, parce que ça a été très remarqué dans le monde arabe, c'est de dire, le leader qu'on nous propose, et bien sûr il a été obligé de faire la guerre, mais c'est un intellectuel cultivé. Et il est dans quel état d'esprit? Il sait que ça va être difficile. Et on le voit dans la dernière scène, il est très dubitatif par rapport à l'avenir et à la tâche qui lui est dévolue. Donc là, si vous voulez, je pense que j'aurais peut-être été trop manichéen et trop appuyé. Je pense que tout le monde comprend. Et tout le monde comprend. Il y a beaucoup de répliques qui avaient été écrites avant que la crise nous frappe. Mais les scénaristes avec lesquels j'ai travaillé sont des gens qui sont très, très intéressés par l'économie, par l'histoire. L'un d'eux était un agrégé d'histoire qui s'est spécialisé dans ce monde-là. On était poussés, nous, par la colère de ce qu'on voyait de cette redistribution des richesses tellement inégale et dévastatrice. Donc, si vous voulez, il y a les choses qu'on dit, et puis il y a les choses qu'on porte et qui font partie du non-dit du film, mais que les gens comprennent. Et je pense, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de manichéisme dans la manière de parler de ce monde. Je trouve qu'on dit trop des choses extrêmes, on ne se préoccupe pas suffisamment de l'équilibre, et moi j'ai voulu faire un film, alors ça très profondément, un film respectueux et fédérateur. Mais là, comme disent les anglo-saxons, c'est un statement, c'est-à-dire, et si vous voulez, ce qui me fait très plaisir, on va voir, le film sort dans très peu de jours maintenant, là-bas, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que cet effet fédérateur, il s'est déjà ressenti. Parce que les gens de tous bords sortent de ce film en comprenant qu'on peut vivre ensemble et se respecter, même si on a des opinions différentes. Et éviter, si vous voulez, d'attiser sur des tensions et des différences. Je pense que là, c'est un film qui incite les gens à se respecter. Et tout en sachant leurs faiblesses. Vous savez, le débat de la modernité, j'en parlais l'autre jour à Beauvais, figurez-vous. On me dit, mais alors, qu'est-ce que c'est le truc qu'on entend? Je dis, écoutez, tous les pays ont connu ça. J'étais à Tours hier, leur dis-je, voilà des gens qui ont refusé le chemin de fer. Parce que c'était d'un modernisme épouvantable. Alors maintenant, du coup, ils sont obligés de changer à Saint-Pierre-des-Corps pour aller, et ils perdent un temps considérable. Je sors de la salle, on me dit, c'est la même chose à Beauvais, on n'a pas le train. Oui, parce qu'ils s'étaient battus contre le train. C'est un problème. Alors, certains s'entretuent, d'autres se tirent une balle dans le pied, d'autres se pourrissent la vie en acceptant une usine de type Seveso. C'est-à-dire que, franchement, c'est un problème extrêmement compliqué de savoir quel est le juste équilibre entre l'acceptation d'une modernité qui va vous apporter des moyens matériels et le plaisir j'ai envie de dire, de vivre à la manière des siens, c'est-à-dire le plaisir de retrouver l'enfance et les modes de vie des parents. Je crois qu'on est tous tiraillés comme ça. On a tous des souvenirs d'enfance qu'on n'a pas envie de changer. Et puis, on sait bien que le monde évolue et qu'il faut évoluer avec. Donc, ce débat-là, il est éternel et il a torturé le monde arabe, c'est certain, avec
inégalité de la redistribution des richesses qui est évidemment au cœur de beaucoup de problèmes. Et ça, si vous voulez, encore une fois, la distance que me donnait la perspective historique était formidable à mon sens. J'aime bien, vous savez, traiter des moments charnières. Donc là, on trouve quelques gouttes de pétrole, on sait que c'est la merde. Mais c'est pas la peine d'avoir des tankers partout. Je crois que les gens comprennent ce qu'on a voulu leur dire à travers la fable. Et concernant le modernisme, justement, alors, le fait que le film soit produit par le Qatar. Oh non, il n'est pas produit par le Qatar. Il n'est pas produit par le Qatar. Ah non, je vous explique comment c'est passé. Non, j'ai cherché. Il y avait dans le roman une scène qui me plaisait beaucoup, qui était la scène où le désert aboutit à la mer. Avec cette symbolique après que dans l'eau souillée, dans l'eau salée, on trouve de l'eau pure, c'est un truc du Coran. Et puis en plus de ça, ces sources existent là. Et j'ai cherché d'abord en Tunisie, évidemment, puisque l'ensemble du film pouvait se tourner là-bas. Impossible, ça n'existe pas. J'ai cherché au Maroc, impossible. Pas beau, pas bien. On a cherché en Libye, pas beau. Tarak Benamar me dit, écoute, moi je suis allé en vacances dans le sud du Qatar, j'ai vu ce décor. Comme on était assez pressé, je ne trouvais pas ce décor, je file au Qatar et je trouve ce décor. Donc on demande aux autorités qataries la permission, ils nous la donnent. Arrivent là des gens du Doha Film Institute qui venaient de se créer et qui nous disent, est-ce que nous pouvons vous donner des stagiaires parce que ça nous intéresserait. Et du coup, non seulement ils ont accepté, si vous voulez, que nous tournions, mais ils nous ont fourni une petite aide logistique avec quelques camions de l'armée, etc. Nous n'avons pas été, comme on dit, financés par le Qatar. Ils vont peut-être maintenant, parce qu'ils sont très fiers du film, nous aider sur la distribution américaine. Mais moi, j'ai eu zéro pression. Hein. Et le film était écrit, ils ne sont pas du tout intervenus, et je sais que mon producteur a eu la prudence de ça, il ne voulait pas non, le film est financé par Warner Brothers, par Universal, par des indépendants russes, par le China Film, le système de financement habituel du cinéma. Ceci étant, bon, les Qataris ont été tout à fait aimables. On a ouvert le festival de Doha. Voilà ce qu'on a fait. Et autre chose, pendant le tournage d'un film comme ça, alors quand on s'y prépare et puis après sur le plateau, comment on gère l'ombre de David Lean? Bon, parce que Laurence d'Arabie... Non, on s'en occupe pas, vous savez. Non, parce que c'est comme si vous disiez, je fais un western, comment je gère l'ombre de Sergio Leone ou John Ford. Oui. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la précaution de ne pas regarder Laurence d'Arabie depuis 10 ans. Hein, comme ça faisait 10-15 ans que je voulais faire un film dans cet univers. Mais vous savez, quand il y a des films très mythiques comme ça, vous avez deux choix. Ou bien vous faites votre film en référence à, en hommage à, ou bien vous ne vous en occupez pas. Il y a aussi pire, une troisième méthode, qui est de faire contre. Et ça, c'est pas bien non plus, parce que dans ce cas-là, vous vous obligez de ne pas faire des choses qui sont complètement automatiques. Quand vous avez une caravane de chameaux dans le désert, oui, c'est des images qu'on voit peu au cinéma, en vérité. Et la dernière grande référence, elle date de 50 ans. Et comme vous le savez, il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est Laurence d'Arabie, qui est passé récemment à la télévision et les gens n'ont pas regardé jusqu'à la fin. Il est passé hier soir, je crois. Oh, sans blague. Non, tu déconnes. Sur Cinéfamise, je crois. Ah oui. On me l'a signalé justement parce que j'avais dit que j'allais rentrer. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bon. Oui, bon, si vous voulez ça. Normalement, vous savez, mon inspiration, comme j'ai fait les écoles de cinéma, j'avais un professeur qui était Georges Sadoul, qui était un grand historien du cinéma et qui était un communiste pur et dur. Et moi, mon éducation, ça a été le cinéma soviétique. Mais le grand cinéma épique soviétique, donc je connais Eisenstein par cœur. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur Eisenstein. C'était Léon Moussina, qui était son héritier testamentaire, qui était mon professeur de mémoire. Et
c'est chez lui que j'ai vu les magnifiques storyboards des Eisenstein. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai craqué pour la vie. Hein. Ça m'a fait tellement rêver. Il dessinait formidablement. La charge de Nievski dessinée par Eisenstein, tout dans des grands cahiers comme ça. Bon, il y a et puis Kurosawa qui, moi, m'a complètement inspiré. C'est des films que je revois sans arrêt. Ça me porte beaucoup plus que les anglo-saxons que j'ai découverts très tard à la cinémathèque et, à vrai dire, avec moins de plaisir que les grands soviétiques et les japonais. Ok, non, parce qu'on sent, elle est plutôt flatteuse la comparaison, parce que c'est peut-être le plus beau film avec des décors désertiques qu'on a vu depuis Laurence d'Arabie, quoi. Alors, je suis très, très touché, si vous voulez. Non, vraiment. Mais c'est vrai que, bon, moi j'aime la nature aride, parce qu'il y a une spiritualité quand on est dans ces décors. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête. L'idée de l'humilité face au cosmos. C'est exactement ça. Je prends des gros mots un peu. C'est exactement ça que je ressentais. Ah oui. Je me rappelais que j'étais une petite chose d'1m74. Vraiment. Et là, au milieu de deux forces, c'est le ciel et le désert. Enfin, t'as perdu. Ce qu'il dit est. J'ai lu quand j'ai fait les recherches sur ce film que c'est les fondements du pré-islam, cette spiritualité de l'immensité et du contraste. Le désert blanc, le cosmos noir quand c'est la nuit, les étoiles, le silence et une lame d'acier pour défendre la vie qui est l'eau du puits. Et c'est cette sobriété-là qu'on retrouve et qui explique beaucoup de choses après. Donc ça, c'est en dehors de l'islam, c'est avant. Après, si vous voulez, l'islam est en fait, le travail de l'islam est d'essayer de fédérer les tribus déjà. Déjà, 7e siècle. C'est le but. Depuis la nuit des temps, les penseurs de cette région ont bien senti que le danger, c'était la disparité culturelle des tribus. Donc, essayer de les fédérer sur un message. Je ne suis pas trop engagé là-dessus, mais je ne suis pas théologien. Mais en tout cas, c'était très fascinant de comprendre ça et de le vivre. Et de le vivre dans ces grandes. Il y a un adage des gens du désert qui est très clair, ils disent que le désert ne se raconte pas, il se vit. Ouais, c'est vrai. Je ne connaissais pas celui-là. J'ai entendu des Bédouins dire ça quand j'avais tourné un court-métrage au Maroc. Alors moi je les questionnais et tout, puis ils me disent que ça. Non, il y a quelque chose de très ascétique dans le désert qui est très quelque part rassurant. Ce sens de la solitude, ce sens de la parcimonie. Vous avez quelques gouttes d'eau, un sac avec 3 dattes, un chameau, et vous marchez contre le vent de sable, sous la voûte bleue. C'est très fascinant. Ça, on n'a pas beaucoup parlé, je crois. Je suis d'accord. Je voulais. Je me demande... J'ai rien à ajouter. Mais je me demandais pour revenir un peu plus sur le film en lui-même. Enfin, je repensais à un prophète et je me disais en fait finalement que la trajectoire du personnage s'en rapprochait finalement pas mal. C'est un jeune homme introverti qui apprend à devenir un leader et à s'endurcir pour dominer le groupe ou la société dans laquelle il s'inscrit. Et je me demandais si c'était quelque chose dont tu étais conscient ou pas du tout. Mais bien sûr que j'y pense, mais c'est-à-dire que les deux personnages sont très très différents. D'abord, ils traversent ce voyage à des fins différentes. Oui. Ensuite, si tu veux, si c'est la même trajectoire, c'est des pentes différentes, je veux dire, si on peut parler mathématiques. C'est un intellectuel qui va devenir sauvage, celui-ci, alors que Malik était l'inverse. Et je pense que quand on a envie de raconter l'histoire d'un personnage qui évolue et qui passe un petit peu de l'ombre à la lumière, et il y a des chemins qui sont inévitables, je crois. Moi, j'aurais peut-être fait plus de parallèles avec votre personnage dans Les Hommes Libres, qui aussi est un personnage qui va s'engager, qui va lutter pour la liberté. Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir des rôles, entre guillemets, engagés ? Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est pas... Il se trouve que ça arrive
souvent dans les films que j'ai fait jusqu'à présent, mais c'est pas un choix de premier ordre, en réalité. Moi, je suis vraiment fan de cinéma et j'aime le cinéma. Qu'est-ce qui vous guide beaucoup dans plus vos choix, le C'est scénario, d'abord un le personnage, réalisateur? un scénario et évidemment une rencontre avec un réalisateur. Ensuite, je pense qu'un bon film, une bonne histoire ne peut pas absolument se détacher de certains éléments qui nous raccrochent au réel et à aujourd'hui. Donc je pense que finalement, quand je choisis quelque chose, c'est une trame de fond qui est nécessaire à un bon film, tout ça. Si on commence à se séparer de tout ça, alors on entre vraiment dans un truc de genre absolu qui n'existe peut-être plus, mais ça devient ça. Et justement, enfin, jusqu'à présent, c'était surtout des personnages qui étaient relativement taiseux, assez introvertis, assez ombrageux. Est-ce que vous allez rechercher un peu des personnages qui soient plus extravertis, plus bavards dans la... Oui, je ne sais pas si vous avez vu le film de Louis, si quelqu'un l'a vu ici, ce qui n'a rien à voir avec les autres. Il est beaucoup plus léger. Enfin, léger. Je dirais pas tant. On dirait pas tant. Non, pas léger, mais... Non, il est beaucoup plus extraverti, voilà, beaucoup plus bavard, plus expressif. Alors, oui, effectivement, c'est des choses que... En fait, je ne pense pas aller vers des personnages seulement introvertis. Je pense que le fait d'avoir été révélé par un prophète, qui a quelque chose d'intérieur, et des projets se font en même temps. Et donc, je pense que ça... Je ne sais pas si ça rassure ou ça donne envie à des réalisateurs qui préparent ces films avec des personnages qui ont cette caractéristique-là. Mais en tout cas, moi, c'est pas un choix précis. Après, il est vrai que le silence est d'or au cinéma. C'est vrai, c'est beaucoup plus joli, plus fort de pouvoir exprimer sans les mots. Mais il est vrai que là, j'aimerais vraiment jouer un personnage haut en couleur, mais qui soit crédible. Ça me plairait. Vous avez d'autres opportunités de tourner avec des réalisateurs étrangers? Vous avez tourné dans L'ex de la 9e Légion, on vous reconnaissait pas? Oui, carrément. Là, ça me plaisait. L'idée me plaisait de jouer en gaélique ancien, complètement rempli de boue, tu sais, en peu de bête. Ça va pas m'arriver 2 fois. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime, comme je disais, je suis comme vous, je crois. On est tous amoureux de cinéma ici. Donc on s'arrête pas à l'Hexagone. Maintenant, il est vrai que je tournerai le plus possible en France parce que je suis là, c'est mon pays et j'ai envie de ça. Mais je suis complètement ouvert au cinéma étranger. Ah ouais, complètement. Il y a tellement de belles choses qui se font dans le monde. Vous avez quand même une trajectoire d'acteur qui est assez impressionnante. Vous commencez avec peut-être le réalisateur avec qui tous les acteurs français veulent jouer. Enfin, vous commencez, vous exposez là, quoi. Et puis après, Jean-Jacques Hano, Louillet, qui est un type majeur aussi. Vous allez vous arrêter. Je sais pas. J'espère que je m'arrêterai pas. Non. Ouais, c'est vrai que j'aime choisir précisément, prendre mon temps, et prendre ce qui me plaît le mieux, ce qui me parle le plus, puis ce que j'ai envie de voir en image. Et voilà. Et donc des réalisateurs étrangers font partie de mes fantasmes. Encore. Et comment s'est passé alors le tournage avec les acteurs justement des étrangers, avec Antonio Banderas quand même, avec le 13e guerrier? McTiernan. Ça s'est très bien passé, vraiment. Alors moi je suis tout le temps anxieux quand je démarre un film, même quand je le fais. Et donc évidemment tu t'imagines que ça peut pas très bien se passer ou des choses comme ça. Mais ils ont été absolument adorables avec moi. Vraiment, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à faire quelque chose qui... En réalité c'est très simple, on fait tous le même métier. On est tous face à une caméra et on doit échanger ensemble. Et ça je pense que quand je n'étais encore qu'un projet, ils l'avaient compris. Donc ça s'est très bien passé. C'était adorable. Est-ce que tu sais que quand on avait tourné une des premières scènes avec Antonio, tu sais quand tu étais dans le vent, dans la scène du choléra, ouais. Antonio était venu me voir, il me disait « Il est bizarre, il ne me regarde pas. Et il est étrange ce garçon. » Je lui dis « Attends, il joue son rôle là. » C'est vrai. Tu te souviens de ça? J'avais oublié. Oui. Antonio qui est très flamboyant comme ça, qui dès que la prise est coupée, il se met à chanter ou à danser, comme ça. Et évidemment, Tahar est beaucoup plus intérieur.
Et Tar se remettait ses oreillettes de façon à être dans son personnage, tout à fait. Et l'autre qui adore faire le guignol, effectivement, il lui a fallu quelques temps pour comprendre. Mais ça, c'est des petits ajustements. Mais ce qui est très, très agréable, c'est justement de voir les acteurs fonctionner entre eux. Et moi, j'adore ces chimies-là. Avoir des gens de formations différentes, de cinématographie différente. Et là, on était très bien servis. Il y avait des acteurs magnifiques qui venaient de la cinématographie syrienne, d'autres d'Égypte. Moi, j'ai eu un plaisir énorme à cette diversité. Non, oui, vraiment. Ouais. D'autant plus que les discussions qu'on pouvait avoir en dehors à l'hôtel après avec ces acteurs-là, c'était fascinant. C'était vraiment fascinant. C'est des gens qui sont d'une culture énorme. Très Jean-Jacques, vous avez bien confronté les générations d'acteurs. Oui. Pour se faire le nom de la rose, Mais j'adore ça, mais quel bonheur! Quel bonheur d'avoir ce qui était à l'époque, tout le monde disait le vieux Sean Connery, dont plus personne ne voulait. C'était chez Columbia, ils ont déchiré le contrat. Hein. Oh. Je t'ai pas raconté? Bah, écoute, moi j'avais une idée à compte. Je voulais un acteur magnifique, complètement inconnu, et qui avait 55 ans. Je me suis aperçu que c'était très très difficile d'être magnifique et complètement inconnu, et être un acteur professionnel. J'ai fait la tournée des théâtres, etc. Bon. Finalement, Sean Connery vient me voir, lui, parce qu'il avait entendu parler de ce film, il vient me voir à Munich, et alors je tombe à la renverse, je le trouve fantastique. On l'engage. On avait un contrat déjà chez Columbia. Et, bonne nouvelle, mon agent à Los Angeles devient le président de chez Columbia. Donc, coup de bol. J'arrive avec mon producteur allemand, Bert Eichinger, on va chez Columbia finaliser le contrat. Mon copain, mon pote, me dit, So JJ, qui as-tu pris? Je lui dis, Sean Connery. Il me dit, Sean Connery. Pourquoi? Le rôle principal. Il blémit. Il me dit, non, ça, je ne peux pas te laisser faire ça. Tu pulvérises ta carrière, là. J'étais au début, moi. C'est un vieux ringard, il me dit. Oh, c'est terrible. Je lui dis, un vieux ringard, mais il est formidable, il a une prestance extraordinaire. Il m'a lu le texte, c'était comme ça. Il me dit, Jean-Jacques, là, maintenant, moi, je suis non seulement le président de cette compagnie, mais je suis ton ami. Et j'ai promis de m'occuper de ta carrière. Tu fais une folie. Et je ne prends pas le film. Et devant Bert Eichinger, il dit, alors c'est sûr, mais on dit c'est signé. Nous, on a signé. Eh bien, moi, je ne signe pas. Et il prend le contrat et il le déchire. Et on se retrouve pendant 8 mois sans distributeur américain. Et j'avais un producteur très couillu, il a dit, je m'en fous, c'est des cons, etc. Parce que nous, s'il nous plaisait, Sean Connery. Mais, et alors après, ce qui était très amusant, c'est qu'effectivement, j'ai rencontré un gamin qui était Christian Slater. Alors, c'était à New York, au Parkland, je me souviens, il y avait une putain de queue. Il y avait, je sais pas, 500 mots dans les escaliers, je me souviens. Et puis, il y en a un qui arrive et qui me dit, il a 15 ans, et il me dit, je suis désolé, je sais pas mon texte parce que hier je me suis pris une cuite. Putain. C'était Christian. Je lui dis, écoute, pendant que tu es là, lis le texte. Ah ouais, bon d'accord, il lit le texte. Génial. Formidablement bien. Je lui ai demandé de revenir le lendemain et c'est comme ça que j'ai engagé. C'est fou. C'est fou ces histoires légendaires. Ouais, et pauvre Coco en plus. Je me souviens, j'avais besoin de faire des photos de lui et je lui dis, descendons, on va au parc, en face, Central Park, et je fais 2-3 photos de lui. Il me révèle après qu'il était terrorisé, il ne savait pas si je me traînais. Et alors, après, si vous voyez, ce qui était extraordinaire, c'est que Sean Connery avait décidé de le prendre sous son aile protectrice, mais à l'anglaise, c'est-à-dire, tu sais ton texte, tu me pièges jamais, etc. Et il y avait un truc qui nous fait hurler de rire quand on se retrouve avec Christian. Moi, j'avais demandé à Christian de courir comme un dératé, toujours, quand il courait dans les... Et Sean, il n'arrivait pas à suivre. Or, il est dans sa tête, il y a encore James Bond. C'est-à-dire, même s'il savait mais ce qu'il y avait là-dedans, c'était formidable. Un détail comme celui-là, qui est rien du tout, mais ça vous donne de la vie dans une scène. C'est
Et le fait que Sean est irlandais et écossais, que le jeune mec était américain, ça donne aussi une chimie tout à fait particulière. Tout autour d'eux, j'avais mis des acteurs italiens, des acteurs français, des acteurs polonais. Et tout. Il y a, si vous voulez, d'un seul coup, surtout ça s'y prêtait bien, les monastères de l'époque étaient faits comme les universités aujourd'hui, il y a des gens de partout. Et ça donne le plaisir de la découverte. Je ne sais pas si tu ressens ça, toi, quand tu joues avec, par exemple, ton frère ou avec Riz Ahmed. C'était dur au départ. Ouais, mais après, ça a vraiment bien roulé. Ouais, quand je lui ai collé ce garçon qui joue le médecin, qui est un rappeur complètement excentrique et qui parle comme une mitrailleuse. Comme ça, c'est infernal. Ah ouais, je comprenais pas. D'autant plus que c'était en anglais, moi j'avais appris mon texte. Et lui qui est très bon, et il parlait tellement vite et il improvisait en même temps que j'arrivais pas à rattraper le truc. Je me rappelle, ça c'était compliqué. Hein. Là, ce qui avait été formidable, c'est que ça a joué complètement en faveur du film, parce qu'ils se sont découverts, et à la fin, vous étiez vachement amis. Ah oui, hein. Ouais, beaucoup. Je l'aime beaucoup, moi. Ah, c'est un type extraordinaire. Donc, ça, c'est des belles chimies. C'est des chimies qui... Alors, des fois, ça peut être destructeur. Hein. Si vous avez deux acteurs qui s'encaissent pas, là, vous êtes très, très, très mal. Puis, ils se font des saloperies. J'ai connu ça. Hein. T'as connu ça aussi, toi? À un petit niveau, ouais. Donc, à un petit niveau, j'ai connu ça, mais ça va encore, heureusement. Et quand tu me racontes des histoires, quand j'en entends, je me dis, c'est vrai que je pourrais pas vivre ça longtemps. Moi, je tenais à vous remercier pour Mark Strong aussi, parce que d'habitude on a toujours Mark Strong, le gros méchant, machin, tout ça. Et là, il est beaucoup plus fouillé. Au départ, on pense que ça peut être le grand méchant, mais en fin de compte, non, il est comme tous les autres personnages, il a ses bons et ses mauvais côtés. Donc, ça, c'est un aspect. Il est formidable. Il est aérien, ce mec. Lui, c'était vraiment, je crois pour tous, une espèce d'exemple. Mais oui, vraiment, en fait, il est apaisant. Et moi j'ai vécu un truc assez fort avec lui. D'abord parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, je l'avais déjà croisé avant, mais là on s'est vraiment entendu. On avait des atomes couchés. Et lui, il est de la grande école anglaise. Donc il va te faire la même chose, mais ça marche toujours. Et non, vraiment, il fait tout bien, carré, clac. Et moi j'aime bien modifier mes scènes en méprise. C'est-à-dire que normalement, ce qui s'annonce d'emblée, c'est que la personne en face rebondisse. Donc forcément, les deux jouent différent. Il faisait la même chose, mais il me donnait justesse. Je comprenais pas comment il faisait ça. C'est-à-dire que lui, il ne changeait rien, moi je changeais tout le temps, mais ça fonctionnait toujours. Je lui ai dit après, mais comment je fais ça? C'est ce qu'il fait, à la différence de plein d'acteurs. Il écoute. Il écoute le sens des mots. Ouais. La plupart des acteurs, ils ont un mot sur lequel ils vont réagir. Donc, ça se termine par Volcano. Donc, à Volcano, ils disent I would never have imagined that it would have been such a disaster. Et à disaster, l'autre. Mais du coup, ils ne s'écoutent pas. Ils attendent le signal. Marc, avec ses magnifiques yeux bleus, il regarde qu'est-ce qui se dégage de son partenaire, il en déduit le sens et il répond, certes ce qui est prévu, le texte officiel, mais avec une interprétation qui va s'adapter. Exactement. Ah oui, ça c'est, il est magique le mec. Le mot est très beau, apaisant. C'est le genre d'acteur qui est la perfection. Il est d'une extrême courtoisie dans la vie. Il habite les costumes d'une manière incroyable. Dans la rue, bon, tu ne le remarques pas forcément. Tu le mets en costume, il est éblouissant comme les acteurs shakespeariens. Tu peux le laisser, j'ai eu cette expérience, 10 heures dans sa caravane, au milieu du désert, avec une panne d'air conditionné, il ne dit rien, il arrive sur le plateau, il est en forme, il sait son texte, tu refais la prise 10 fois, il ne moufte pas, il te dit merci, et on va dîner ensemble, et il parle de politique internationale, c'est un mec très cultivé, donc c'est un bonheur. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est un très grand. Il y en a peu à ce niveau-là. Il fait partie de ces hommes qu'on aime bien regarder. Tu sais. Ah oui. Et tout le monde avait pour lui beaucoup d'affection et de respect. Quand on était à faire les voix à Londres, j'étais même étonné
de voir que dans cet endroit mythique qui s'appelle Goldcrest, où défilent tous les acteurs du monde, tu vois, quand on dit il y a Mark Strong qui arrive, il faut que j'aille le féliciter pour. C'est un mec qui force le respect au sein de son métier, tout le monde l'adore, le vénère presque, et il travaille tellement bien. Le doublage, t'étais là quand il... Non, moi j'étais pas là, moi je suis venu après. Mais on m'a dit qu'il l'avait fait avant. Oui, c'est un mec qui... 4 minutes. C'est comme Tard disait, c'est le mythe du grand acteur anglais. Vous savez, les mecs qui font du théâtre, de la comédie musicale, il sait tout faire. Il sait faire du cheval, de l'escrime, j'imagine qu'il fait du patin à rouler. Des cabrioles. Oui, c'est hallucinant. C'est rassurant. Et pour vous, Jean-Jacques, peut-être moins agréable en fait comme question, mais comment on se remet d'un film comme Mineur, de l'accueil d'un film comme Mineur, et comment on passe à quelque chose comme ça, d'aussi grand? Vous savez, c'est comme quand vous êtes cavalier, vous prenez une bûche, vous remontez à cheval, vous ne questionnez pas. Moi, écoutez, j'ai commencé à 19 ans et demi à être metteur en scène. Je sais qu'on ne peut pas faire un sans faute, d'autant plus que j'avais enchaîné 10 succès, ça allait de prendre une balle dans la tronche. En plus de ça, vous savez, il y a un truc curieux, j'étais presque lassé de cette notoriété liée au succès, curieusement. J'avais envie de donner un coup de pied dans la termitière. Je me souviens quand j'avais vu le coup de tête de Zidane, il y avait de ça aussi. Et un truc assez particulier, si vous voulez. Non, là, ça a été avalé avec simplicité. Et parce que, vous savez, depuis que j'ai 19 ans et demi, j'ai une fiche de paye marquée metteur en scène. Donc, il y a ça, oui. Je crois qu'on sait quand on va à la guerre que de temps en temps on est blessé. Et si vous voulez, je pense qu'il est très important de continuer à prendre des risques, même fous. Parce que si je ne fais que des trucs tranquilles, mais c'est pas bien, c'est pas ma fonction. Quand on est dans les métiers des arts, il faut accepter de prendre le risque de l'échec. C'est comme si vous montez sur le ring et que vous voulez jamais perdre. Bah oui, bon, c'est mieux de gagner, mais si vous ne prenez pas un certain nombre de risques, vous allez vous endormir dans une espèce de rond. Non. Puis moi, vous savez, ce genre de film-là, je porte ça dans mon cœur depuis que je suis à l'école de cinéma. C'était ça que j'avais envie de faire. Donc les premiers films que j'ai faits, qui étaient des films à plus petit budget, je les ai faits avec beaucoup de bonheur, parce que c'était des films très personnels, mais j'aurais souhaité que ça soit plus large. Donc quand j'ai fait mon premier film, qui était large un peu, qui était La Guerre du Feu, tout le monde a dit, mais qu'est-ce que fait ce jeune mec avec un film pareil? Mais moi, ça m'a pas semblé, c'était ça que je voulais faire, donc ça m'a pas semblé tellement étonnant. Et j'adore brasser des grandes histoires avec des beaux personnages, des figurants jusqu'à plus à perte de vue. C'est quelque chose. Il n'y a aucun autre spectacle vivant qui pouvait m'offrir ça. 300 chevaux, 200 chameaux, 500 figurants, en costume dans le... Okay. Et c'était sûr. Ouais, c'était agréable, vraiment. Oui, j'aime bien, je trouve ça tonique parce que ça me plaît à regarder. Alors, ça plaît à mes techniciens. Mais même entre les prises, c'est agréable. Oui. Il y a une autre vie qui se passe. Oui. On discute, tu vois des anachronismes fous. Les gens sont en années 30, puis ils boivent une bouteille de coca. Oui, c'est vrai.
C'est ce que j'aime aussi dans ces transferts. Je me souviens quand je faisais la guerre du feu, il y avait tous mes mecs en hommes préhistoriques qui se tapaient les coca, évidemment. Et ils avaient tellement de maquillage sur la gueule qu'ils étaient obligés de prendre des bouillons, on leur faisait pas du tout au mixeur, parce qu'ils mangeaient avec des pailles. Ouais. C'est une omelette au... Bah oui. Les mecs font attention à leur barbe. Oui, c'est exactement ça. Alors tu t'amuses à les faire rire parce que tu peux pas rire quand t'as une barbe. T'es une... Il va rigoler avec ça. Non, si vous voulez, il y a quelque chose de... Je crois qu'au bout du compte, on est tous des gamins, quand on a envie de faire ce métier, c'est aussi pour rêver, pour vivre ce genre Il y a un d'aventure. côté gosse aussi là-bas, Bah, voilà. ça, c'est vrai. Il y a un côté complètement... ma femme est ma script depuis 35 ans. Elle me regarde de temps en temps, elle me dit tiens un gamin, bah oui, je suis un gamin à cheveux blancs, mais je m'amuse pareil. Ça me... Quand je vois, je suis en haut d'une dune, et puis je viens de donner la position GPS, et je vois dans le lointain mes figurants arriver d'une longue cohorte de chameaux, c'est féerique. Et heureusement que j'ai ça, parce que ça me donne la patate. Quand je me réveille le matin, aujourd'hui, les automitrailleuses. Ça pète dans tous les coins, il y a des mecs qui appuient sur des explosifs. Non, c'est joyeux quand même. Ah bah ouais, c'est quelque chose. Ouais, Non, vraiment, oui, c'est quelque chose. Ça. Oui, on a l'impression, si vous voulez, c'est des trucs de gamin quand on fait du théâtre. Et qu'on arrive à faire un peu quelques effets spéciaux. Ça reste, si vous voulez, malgré toute cette vie passée sur les plateaux, toutes les étapes d'ailleurs m'enchantent et me plaisent de la même façon. J'adore l'enregistrement de la musique, j'adore la constitution de la bande son, j'adore le revoicing quand on s'est retapé tout le film pour que les prononciations soient bonnes et tout ça. J'adore tout ça parce que il y a un côté cuisine, il y a un côté bricolage, il y a un côté, si vous voulez, très très matériel dans le cinéma qui est incroyablement joyeux. Alors évidemment, il faut garder toujours le sens, le cap du navire, hein, mais il faut savoir qu'il faut aussi rafistoler le bastingage, il faut rafistoler le moteur, toute la journée on a les mains dans le cambouis. Moi j'adore ça. Ça se ressent. C'est vrai, chez tous les grands, on dit Spielberg c'est pareil, tout le monde dit que c'est un éternel gamin, c'est pour ça que ce film. Et oui, mais vous savez, c'est même embarrassant. Hein. Moi, quand je me regarde, mais ils vont voir dans le making-of ce que j'ai vu. oui. Vous allez le voir hein, derrière la caméra pendant un tournage. Je danse, j'ai un truc terrible, je fais attention pendant les scènes d'amour, c'est que je participe à la vie de la scène, au point que dans les scènes de bagarre, moi je me bats, je suis le mec qui prend les coups, je suis le mec qui les donne. Il y a des machinistes qui sont à côté de moi pour me tenir. Le truc le plus ridicule que j'ai vu de ma vie, c'est sur le making-of de L'Amant. J'avais une scène que j'avais tournée au Cercle Wagram, là, où il y avait un dancing à l'époque, et il y avait une scène de blues, et de danser corps contre corps. Alors, il y a la caméra, il y a le travelling, et alors moi je suis là. Et je la tiens contre mon corps, et je suis lui, et je suis elle, et je retrouve ma bouche, et je tourne comme ça. Et je tourne, et je fais venir le travelling, et je continue. Je me suis dit, c'est pas vrai. Mais quelle honte. Complètement atterré. J'ai un truc sur la guerre du feu, où sur le making-of, alors j'étais en scène barbare, les mecs avec des tibias se dévastaient la tronche. Et moi, à un moment, j'ai un os virtuel dans les mains, et je me fracasse la caméra qui vacille. Non, mais c'est... Ça m'étonne pas. Oui. Mais j'ai beaucoup de mal à... Je me souviens, Sean Connery me disait, il me demandait de temps en temps d'arrêter, mais attends, c'est moi qui joue, pas toi, parce que... Tout le monde te regarde. En revanche, sur L'Amant, justement, un jour, je m'étais aperçu que j'en faisais quand même des tonnes à côté de la caméra. J'avais demandé à mes deux acteurs,
à Jane March et à Tony Leung, je lui avais dit, mais je suis désolé, excusez-moi, dites-le moi quand je... Et Tony m'avait répondu très gentiment, il m'a dit, non, parce que quand on ne sait pas quoi faire, on regarde du coin de l'œil ce que tu dis. Et en fait, non, ça c'est... C'est-à-dire que j'adore m'identifier je m'identifie passionnément à chaque mouvement. Alors, vous savez, je suis le plus possible à côté de la caméra, je ne veux pas du tout... de façon rarissime, je suis devant les écrans, mais j'aime de partager le même air. Et c'est vrai que chaque respiration, je la sens, je t'ai pas trop gêné? Non, ça va. Ah bon? Franchement. Non. Moi j'aime bien ça, ça me rassure. De voir un investissement physique chez un réalisateur, ça me rassure. Ça fait penser, je sais pas si vous avez vu un film américain qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Real Steel, où Hugh Jackman joue un ancien boxeur, et ils font se combattre des robots sur le ring, et ils miment les mouvements du robot qui les reproduit sur le ring. J'avais vu un extrait. Ouais, c'est une belle métaphore du rôle de réalisateur. Mais bien sûr, on est des robots. Non, ce qu'il y a de bien justement, c'est que la beauté, c'est que nous, forcément, on a une préconception de ce qu'il faut faire. Et le bonheur, c'est quand l'acteur fait mieux. C'est la part de hasard aussi. Ah bah ça c'est formidable. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va lui dire quelque chose, puis finalement il se retient et lui dit, alors là oui, ça c'est un vrai bonheur, parce que c'est comme quelqu'un que, vous savez, vous avez écrit une partition, et puis vous avez un violoniste, ben, il la joue mieux que ce que vous avez imaginé. Il met une pause, un souffle, un soupir, et ça c'est magique. Hein. Et on le sent tout de suite. Et là ça me transporte. Je prends beaucoup plus de plaisir qu'autrefois à diriger les acteurs. C'est ma chose préférée maintenant, alors que autrefois, d'abord j'étais tellement jeune, hein, quand j'ai commencé, donc il m'arrivait très souvent d'avoir des très vieux acteurs qui me prenaient pour leur papa et tout ça. Moi, j'avais 24 ans, 25 ans, j'avais des vieilles stars du théâtre qui me demandaient mon avis, j'étais un peu étonné, donc ça m'embêtait un peu. Je savais pas trop comment les prendre. Et maintenant, bon, c'est quand même la partie la plus gratifiante du métier. C'est compliqué, parce que les acteurs sont tous très différents. Et il faut essayer de les attraper de la bonne manière. Là, quelqu'un comme Antonio, très très différent de Mark Strong. Hein. Antonio, il peut se barrer dans tous les sens si vous ne rattrapez pas. Il n'y a pas longtemps, je lisais dans une interview, et je crois que c'est Chabrol qui disait que pour lui, il n'y avait pas de direction d'acteur, que les acteurs, tu les prenais tels qu'ils étaient, et puis qu'il y avait une part, enfin, qu'ils échappaient forcément à son contrôle à un moment donné, et que c'était là aussi que ça jouait pour lui. Oui, c'est vrai. Mais Claude, c'était à la fois un provocateur et un paresseux. Je connaissais assez bien. Vous connaissez le personnage. Et oui, très 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 sympathique. Mais il avait comme ça, c'est pour ça qu'il prenait tout le temps les mêmes. Il était tranquille. Isabelle Huppert, bon, allez hop, ça va. Il savait qu'il pouvait. Oui, il pouvait se relaxer. Il prenait toujours la même équipe. Donc c'était il aimait ça. Hein. Il avait fait un livre que je vous recommande qui s'appelle « Et pourtant je tourne ». Après une série d'échecs, mais alors, et il a un moment dans sa carrière, Claude, il a fait que des merdes. Je sais pas si tu as vu Marie Chantal contre Docteur No, ahurissant. Et des trucs qui sont introuvables maintenant, je pense quasiment. Oui. Et la dernière fois que je l'ai vu, il y a un peu de temps, il était président du festival du film historique à Bordeaux. Alors bon, il insiste pour que je vienne. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Et il me dit, c'est plus marrant d'être président à Bordeaux qu'à Vichy. C'est tout Chabrol, ça. Qui choisissait quand même ses scénarios en fonction du restaurant dans lequel il avait envie de bouffer. C'est pas des médisances. Dans ses mémoires, c'est comme ça. Il choisissait d'abord le restaurant, ensuite le scénario, voilà. Ah oui. Excusez-moi, c'est la dernière question après. On va. Vous êtes couvert. Merci beaucoup. Merci beaucoup.